Bonjour Jean-Christophe Lagarde, Bonjour. vous êtes président de l'Union des démocrates et indépendants, parti que vous dirigez depuis 2014. Vos universités d'été viennent de se tenir à Fort-Mahon, dans la Somme. Vous avez annoncé que l'UDI choisirait son candidat à la présidentielle à la mi-novembre par un vote du Conseil national. On parle là d'un candidat de l'UDI ou d'un candidat soutenu par l'UDI? Eh bien, il y aura le choix des militants, des adhérents. Ça peut être un candidat UDI, Ouais. je vais vous dire dans quelles conditions de mon point de vue, et ça peut être un autre candidat. Moi, je crois qu'un second mandat d'Emmanuel Macron serait nuisible à la France. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, il y a un petit quart des Français qui se disent on n'a pas le choix, c'est lui, et il y a les trois quarts des Français qui voudraient un autre président. Et si, in fine, il l'emportait, face à Marine Le Pen, ce qu'il espère, ce qu'il construit, ce qu'il fabrique depuis des années, ce serait un président de renoncement. Et un président de renoncement, il n'aura pas les moyens de gouverner. Or, la France, encore plus après la crise, a besoin d'être gouvernée, a besoin de trouver un chemin, de dessiner un avenir. Le rôle du chef de l'État, c'est de montrer le cap. Et c'est ce que ne fait plus Emmanuel Macron. D'abord parce que je pense qu'il n'a plus de vision. Il en a eu une en 2017, mais depuis les Gilets jaunes, il est perdu dans sa vision du pays. Il a découvert qu'existait un peuple français et qu'il ne pouvait pas seulement être le président des élites. Et donc, il a été un mauvais président pendant cette crise sanitaire? Je pense qu'il a souvent été en retard dans la décision et en décalage avec la vie réelle. Est-ce que ça n'était pas le cas de tous les autres chefs d'État, puisque, par définition, on a géré l'imprévu? J'observe que ça n'était pas le cas dans un certain nombre de pays. Lesquels, par exemple? Je pense par exemple à l'Allemagne, je pense par exemple à Israël, mais surtout, moi je regardais ce qui se passait dans mon pays. Nous avons, nous, à l'UDI, proposé, parce que notre vocation c'est de servir le pays, pas de servir le gouvernement, proposer au gouvernement beaucoup de choses. Lorsque nous avons parlé du pass sanitaire, il se trouve que le président de la République disait, et la ministre de la Culture, jamais c'est une ânerie. C'était en décembre 2020, 6 mois après ils y sont venus. Lorsqu'au printemps je disais il faut vacciner vite les étudiants avant l'été, parce que si vous ne les vaccinez pas, il va y avoir une relance de l'épidémie pendant l'été. Ce n'était pas possible. Et finalement, ils s'y sont mis bien plus tard, mais l'épidémie était repartie. D'aucuns y verront une aptitude à s'adapter justement à une situation. Oui, enfin moi, ce que j'attends du président de la République, c'est pas qu'il s'adapte, c'est qu'il dirige. Qu'il anticipe. C'est qu'il dirige. Le boulot du chef de l'État, c'est de diriger, c'est d'anticiper. Et quand nous ne voyons pas ce qui va nous arriver, c'est à lui de nous le montrer pour l'éviter. Et c'est ce que je reproche dans cette crise. Je ne dis pas que tout a été mal fait. Je dis que beaucoup de choses ont été faites en retard, beaucoup trop, elles ont coûté des vies. Et je dis ensuite que souvent c'était en décalage avec les Français. Quand le ministre de la Santé explique, M. Olivier Véran, au mois de mai que les Français vont adapter leurs vacances au calendrier de vaccination parce qu'on ne peut pas les vacciner dans les vacances, j'interviens le 1er juin à l'Assemblée nationale pour dire, mais enfin, laissez-les se vacciner pendant les vacances. Au mois de mai, vos vacances, monsieur, elles sont déjà fixées. Et vous ne saviez pas quand vous aviez un rendez-vous pour vous faire vacciner. Il y a un décalage avec ça. Et puis il y a une dernière chose quand même qui m'énerve beaucoup. Dans cette crise, on a vu ressurgir il y a quelques jours M. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Dans cette crise, il y a en tout cas un responsable dont le boulot était de nous protéger et qui ne l'a pas fait. Ne serait-ce que parce que c'est l'homme qui nous a privés, les commissions d'enquête parlementaires l'ont montré, des masques dont nous avions besoin pour nous protéger. Il a rayé l'assurance maladie de la France à ce moment-là. Bien, je suis désolé, cet homme, 1 an et demi après, est encore en place. Dans quelle démocratie le principal responsable d'un tel fiasco serait encore en place? Par qui est-il protégé et pourquoi? Demander des comptes aux responsables politiques qui étaient aux commandes à ce moment-là, c'est une bonne chose ou pas? Oui, c'est une bonne chose, mais ça ne se fait pas devant la justice. Ah. Parce que il y a un très grand danger là-dedans. Moi, j'ai vu en direct... Vous êtes insurgé contre ce qui est arrivé à Agnès Buzyn. Oui. J'ai vu en direct Édouard Philippe dans des réunions visio qu'il organisait au moment de mars 2020 où on était tous confinés. Il avait dit une chose très importante. Je prends forcément de mauvaises décisions puisque je n'ai pas les éléments. Je parle de mars 2020. Moi, ce que je critique, c'est l'après. C'est à partir de l'été 2020. Et donc, aller mettre une épée de Damoclès judiciaire sur un responsable politique au moment où il est aux commandes, au feu, au charbon, à la guerre, disait le président de la République, en disant un jour on risque de te juger si tu te trompes de décision, c'est aux citoyens de leur juger. C'est pas un magistrat, parce que sinon, vous savez ce que ça veut dire. Plus aucun responsable politique dans notre pays, qu'il soit national ou local, ne prendra la moindre décision, terrorisé qu'il est. Vous vous souvenez des 75 pages du protocole de vaccination? C'est quoi? Ce sont les administrations qui, elles, ont cette culture-là, et qui ont, de parapluie en parapluie, cherché à se protéger les unes derrière les autres. Le rôle du politique, parfois, c'est de prendre un risque, mais pas un risque pénal sur une décision politique. Heureusement, en démocratie, c'est le vote qui finit par vous juger.
Revenons à la présidentielle, si vous voulez bien. Le conseil stratégique des Républicains s'est tenu hier. C'était compliqué. Hein. À son ordre du jour, le mode de désignation de celui ou celle qui représentera leur parti pour la présidentielle. Pour l'heure, il y a deux options qui sont sur la table. Une primaire semi-ouverte aux sympathisants de la droite et des partis alliés, dont le vôtre. C'est-à-dire une primaire, voilà. Date visée c'est le 4 décembre. Alors l'autre possibilité, c'est un vote en congrès des adhérents du parti. Vous voyez, même moi, je m'y perds. Alors il y a eu de vifs débats hier pour savoir si ce congrès pourrait être ouvert à d'autres personnes que les gens des Républicains. Quoi qu'il en soit, donc c'est les adhérents qui vont se prononcer le 25 septembre. Cette primaire, si elle vous est ouverte, vous êtes demandeur ? Vous venez vous-même de montrer la complexité de la situation. Donc, mais complexe ou pas, vous y allez dans cette primaire ? Vous me permettrez de répondre à la question si elle se pose, quand elle se posera. J'ai même cru qu'ils doivent comprendre qu'ils doivent redélibérer. Absolument, parce que le Conseil stratégique n'est pas décisionnaire. Donc il y aura un bureau. Voilà. D'abord, je remercie Christian Jacob de m'avoir appelé avant-hier, de m'avoir informé de ce qu'il comptait faire. Il m'a posé la question de savoir si ça posait une difficulté, si dans son bureau il disait éventuellement si l'UDI voulait y participer. Je vais les laisser débattre entre eux et je vais vous dire ce qui pour moi compte. Et vous posiez tout à l'heure la question de quel candidat, un candidat UDI ou d'autre. Il y a deux solutions. Soit on veut qu'il n'y ait pas de deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Et alors il faut que la droite et le centre se trouvent un seul candidat. Ce candidat-là... Ça n'en prend pas la tournure. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer d'un second mandat d'Emmanuel Macron, il faut à ce moment-là un seul candidat. Leur processus de désignation, s'il aboutit finalement à ce qu'il n'y ait qu'un seul candidat, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, que chacun défende ses idées. C'est assez simple, puisque dans ces cas-là, c'est pour témoigner. Et moi, je ne veux pas qu'on témoigne. Je souhaiterais qu'on ne témoigne pas. Encore une fois, ce n'est pas contre Emmanuel Macron. C'est simplement, ce sera un président ligoté, prisonnier, si demain il est réélu, parce qu'il ne sera pas un président choisi, mais un président par défaut. 5 candidats déclarés à la primaire. Je les cite, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Denis Père, Michel Barnier. Xavier Bertrand, qui ne veut pas en être. Quel mode de désignation, quel processus mettre en place pour qu'il y ait un candidat unique ? C'est votre souhait, visiblement, de la droite. Je ne suis pas très sûr, en réalité, que le mode de désignation soit le plus important. On peut le regretter, je le regrette souvent. Ce que veulent les gens qui veulent l'alternance face à Emmanuel Macron, c'est d'abord de voir qui peut gagner. Les sondages ne sont que des sondages, mais leur évolution est intéressante. Il y a une certaine de stabilité des électeurs de la droite, en tout cas, quel que soit le candidat, de préférence, en l'occurrence, Xavier Bertrand. Mais il y a un phénomène nouveau, alors qui est une bulle médiatique pour l'instant, mais dont je pense qu'il sera candidat. Il s'appelle Éric Zemmour. Et qu'est-ce qu'est en train de faire sa candidature ? Il rend accessible Marine Le Pen à un candidat de droite. Un sondage qui sort aujourd'hui montre que l'écart entre... Il y en a 2 qui sont sortis, en fait. Un des sondages qui sortent aujourd'hui montre que l'écart entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen serait de 3 points. Or, beaucoup de Français, dans les sondages, 75%, ne souhaitent pas du débat Le Pen-Macron. Si d'aventure, il y a une possibilité pour une partie d'entre eux d'éliminer Le Pen, ils choisiront ce candidat. Ce sera l'un ou l'autre, mais je pense que c'est là, en réalité, la chance d'une alternance. Il y a plusieurs manières de lire ces sondages. Effectivement, il grappille des voix. Il est monté dans les sondages depuis cet été. Il y en a même un qui le donne à 10%. Il grappille des voix à Marine Le Pen, mais il semblerait quand même que ce soit auprès des électeurs de droite, vos adhérents notamment. Non, pas dans nos adhérents. Qu'Éric Zemmour fasse des voix dans l'électorat UDI, excusez-moi. La droite en général, mais qui séduisent une partie de cet électorat, notamment l'électorat de François Fillon, que vous aviez soutenu en 2017. Mais la question qui se posera à l'électorat de François Fillon, comme vous dites, c'est la suivante. Est-ce que vous avez envie de gagner ou de témoigner ? Avec Zemmour, avec Le Pen, vous pouvez témoigner, et puis M. Macron continue à faire la fête à l'Élysée. Ou alors, vous avez une chance de gagner. Et dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une candidature qui rassemble toutes celles et tous ceux dans la droite et le centre de gouvernement qui disent « ça ne peut pas continuer comme ça ». Alors son livre, Éric Zemmour, sort demain. La France n'a pas dit son dernier mot. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme. Mais il y a un ton qu'on a entrevu d'ailleurs lors de son émission chez Laurent Ruquier samedi dernier. Cette émission lors de laquelle il a dit que lui, président, tout Français devrait avoir un prénom français. Enfin, il n'y aurait pas de Français prénommé Mohamed, ce qui a choqué beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça raconte du débat aujourd'hui ?
De son débat ou du débat des Français? Ça s'intègre dans un débat. J'appelais ça des tout à l'heure idées identitaires qui voient le jour. Ça raconte plusieurs choses. Ça raconte d'abord une bulle médiatique où tout le monde est en train de s'exciter autour de quelqu'un qui n'a aucun projet pour la France. Il n'a juste, c'était d'ailleurs dans une très belle chronique qui est parue dans l'Opinion, Absolument. Une haine de la France ou de tout ce qui n'est pas comme lui. Grosso modo, un fils d'immigré portugais, s'il s'appelle José ou Manuel, c'est pas bien. C'est ça ce qu'il dit? Non. En réalité, ce qu'il dit, c'est quand tu es un arabe et un noir, c'est mal. Donc c'est du racisme, excusez-moi. Parce que le coup du prénom, il y a des tas de gens qui sont venus de Pologne il y a très longtemps. Parfois, ils ont des pronoms polonais. C'est une insulte à la France? Ils n'ont pas contribué à la France? En réalité, c'est un racisme anti-arabe qui l'habille d'un racisme anti-musulman. C'est une haine. Voilà. Il y a une forme de haine et il y a en France, y compris par beaucoup de désespérance, des gens qui ont cette haine. Et la haine, elle est mue par deux choses, par l'ignorance et par la peur. Quand vous ne connaissez pas les autres, vous les craignez. Quand vous les craignez, vous finissez par les détester. Et le risque, c'est qu'à force de les détester, vous finissez par les affronter. C'est ça, Éric Zemmour, et rien d'autre de mon point de vue. Emmanuel Macron, que vous ne voulez pas voir réélu, ça on l'a bien compris, on l'a vu encore lors de son déplacement d'hier à Roubaix, aborde, alors il n'est pas officiellement en campagne, aborde des thèmes de droite, la sécurité. C'est là-dessus que se jouera l'élection l'an prochain, en plus du bilan? Très franchement, si ça se joue là-dessus, je lui souhaite bon courage, parce que pendant 5 ans, il n'a rien fait. Moi, j'entends les multiplications de chiffres, etc. Comme je suis un type pas très malin, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon commissariat et je regarde combien il y a de policiers à Drancy. Il y a de plus en plus de policiers, 10 000, nous dit-on. Il veut doubler le nombre de bleus dans la rue. Enfin, sur 120 policiers environ, il y a 20 policiers de moins à Drancy qu'il y a encore quelques années. Donc, j'aimerais beaucoup moins d'annonces et plus d'effets. Parce qu'en fait, je m'en fous de ce qu'ils racontent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans mon commissariat, dans la gendarmerie de telle ou telle région de France. Et c'est pas ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. J'en ai marre de ces annonces. Bon, ça fait depuis 2018, le grand débat, on a compris, les candidats à sa succession. Merci, monsieur. Vous nous le direz qu'au dernier moment, parce que ça vous favorise sur les règles du CSA. Merci, monsieur. Il y a une chose que vous n'avez pas le droit de faire. D'abord, c'est de nous prendre pour des imbéciles, et c'est de prendre le chéquier des Français. Pendant la crise, il a fallu s'endetter beaucoup. On était déjà très endettés. On est à 2700 milliards d'euros de dette. Les taux d'intérêt vont remonter parce que l'inflation va remonter. C'est l'affaire du prochain quinquennat. C'est un cri d'alerte lancé par Pierre Moscovici dans Les Échos ce matin. Mais c'est aussi la dépense publique, c'est le cri d'alerte. Un sujet dont on ne parle pas aujourd'hui. C'est le cri d'alerte que je lançais ce week-end aux universités d'été en disant que parmi les grandes priorités françaises, la dette devait revenir. Parce que si l'inflation, et elle va repartir, si l'inflation nous emmène fatalement vers une hausse des taux d'intérêt, c'est l'équivalent du budget national qui risque de passer dans les intérêts de dette qui vont augmenter. Vous pensez qu'il y a une accoutumance à cette dépense publique qu'on a laissé filer depuis 2 ans? Alors je pense qu'il y a une culture de l'argent magique, parce qu'on a fait croire aux Français que l'argent pouvait tomber. Ouais. Oui, l'État est là, dans une cas de catastrophe, de guerre ou de crise comme celle-là, pour sortir le chéquier, mais pas tous les jours. Regardez les milliards qui pleuvent pour la campagne de M. Macron. Un coup, c'est 1,5 milliard à Marseille. Hier, c'est 1,5 milliard sur les policiers. Avant-hier, c'était chez les agriculteurs. On va vivre 9 mois comme ça? Alors, il y a 2 solutions. Soit il est réélu et il compte le faire. La France sera ruinée. Ruinée. On sera la Grèce. Soit il se fout des Français. Et je pense qu'on a le droit de faire ni l'un ni l'autre. La France peut vraiment finir comme la Grèce, d'après vous? Bien sûr. On est aujourd'hui à un stade d'endettement. Visage-nous par ses créanciers? Mais bien sûr. Mais écoutez, si les taux d'intérêt remontent, vous savez, les créanciers vont vous demander les intérêts. Vous, quand le banquier vous demande vos intérêts, il peut vous mettre à genoux si jamais ils augmentent trop et que vous êtes surendetté. Et la question, c'est que, évidemment qu'il fallait, et nous l'avons soutenu, dépenser cet argent pour sauver des entreprises et sauver des emplois. D'abord parce que si vous perdez des emplois, vous avez plus de dépenses, vous avez du chômage. Et si vous perdez des entreprises, vous avez moins de recettes. Ça aurait été un effet de ciseau dramatique. Mais maintenant, il faut arrêter. Il faut revenir à la normale. Et revenir à la normale, c'est s'intéresser à la dépense publique française. Or, je prétends, deuxième grande priorité pour la France, que la seule chose qu'on puisse faire pour accélérer, pour augmenter l'efficience de la dépense publique, c'est pas de s'empailler au niveau national, de savoir comment l'argent s'évapore dans les ministères, c'est de transférer tout ce qui n'est pas régalien aux collectivités locales. Parce que les collectivités locales, elles ont l'obligation d'équilibrer leur budget, et que l'État, finalement, essaye de tout faire, il fait tout mal. La seule chose qu'il est seul à pouvoir faire, les missions régaliennes, la défense, la sécurité, la justice, l'éducation nationale, et même notre représentation diplomatique, c'est ce qu'il fait désormais le plus mal. Il faut qu'il fasse son boulot, et qu'il donne les boulots qu'il ne sait pas faire aux régions, aux communes, aux départements. La France fédérée, c'était le thème de votre université d'été de 2020, autour des collectivités locales. Bien sûr, parce qu'on l'a vu pendant la crise sanitaire, l'État obèse, l'État qui veut être homme orchestre alors que son rôle c'est d'être chef d'orchestre. Vous savez, vous ne demandez pas, Karajan était un chef d'orchestre génial.
Il dirigeait un orchestre. C'était pas un homme orchestre. Il savait pas jouer de tous les instruments qu'il était en train de commander. Ben, c'est exactement ça, l'État. Moi, je rêve d'un État Karajan. Je ne veux pas un État qui joue aux hommes orchestres et qui est incapable et qui fait les couacs tout le temps. C'est quand même les collectivités locales, à la sortie, qui ont dû dépasser. J'ai posé sur la table, avec un certain nombre de nos collègues parlementaires, il y a un an, le fait que ça nous avait démontré que la santé devait être régionalisée. Ce sont les régions qui sont allées chercher les masques. Et c'est l'État qui a saisi les masques sur les tarmacs des aéroports. Quand je regarde en Allemagne, à la première vague, parce qu'ils ont ce système beaucoup plus régional, beaucoup plus de pouvoir local, ils ont 6 000 morts pendant qu'on en a 30 000. Ils dépensent la même chose que nous pour leur santé par habitant. Mais ils sont mieux protégés que nous. On peut quand même s'interroger, regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas chez nous. Moi, je demande à l'État d'avoir une armée qui soit efficace, solide et qui puisse nous défendre, d'avoir une police, une justice qui garantissent la sécurité, d'avoir une éducation qui permet la promesse républicaine, c'est-à-dire si tu bosses, tu vas réussir. Et pour tout le reste, quand on est sur la santé, quand on est sur le tourisme, quand on est sur le logement, laissez faire les gens qui sont sur le terrain. Sinon, vous ne pondez que des rapports, vous ne faites que des annonces, et à la sortie, vous laissez les Français dans un quotidien désespérant. Merci Jean-Christophe Lagarde. Merci à vous.